Vulgariser l'histoire coloniale française et attiser la curiosité d'un large public sur des questions d'antiracisme, c'était l'objectif de la chaîne Histoire Crépue. 5 ans après, c'est 33 millions de vues en 2024, 1 million d'abonnés. Avec nous, son fondateur, Someboy, bonsoir. Bonsoir. Alors la dernière fois que vous étiez venu sur ce plateau, c'était pour votre documentaire, Nos statues coloniales. Depuis, l'aventure n'a cessé de grandir. Vous revendiquez une pédagogie apaisée, sans jugement moral, sur des sujets sensibles. Concrètement, comment gardez-vous ce cap éditorial quand l'actualité s'embrase, comme on a pu le voir dans cette édition, par exemple? En fait, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est vraiment de vulgariser une histoire qui est complexe, qui fait peur. Et je pense que la peur, c'est quelque chose qui ne nous aide pas à avancer collectivement. Et donc, pour garder notre cap, ce qu'on se dit, c'est tout simplement qu'il faut dépasser cette peur. Et pour la dépasser, il faut regarder notre histoire en face, que ce soit l'histoire coloniale, que ce soit l'histoire des collaborations. Souvent, on se dit, la colonisation, c'est des gentils contre des méchants. C'est plus compliqué que ça en réalité. Et si on arrive à regarder toute cette histoire complexe en face, on peut réussir à trouver des solutions pour dépasser certaines choses qui se retrouvent en fait en boucle, comme on l'a vu là, la question de l'instrumentalisation des religions pour expliquer l'intervention étrangère, là pour le coup des Américains. Mais voilà, c'est des choses qui sont déjà arrivées dans l'histoire coloniale. Bien sûr. Justement, on va regarder comment vous avez traité, vous, dans vos vidéos, l'actualité au Soudan. Extrait. En fait, la ville d'El Fasher était la dernière grande ville du Darfour qui n'était pas tombée sous le contrôle des FSR. Ses habitants ont résisté à la fois par les armes et par des initiatives civiles comme des cantines solidaires, des salles d'urgence, sauf que depuis 1 an et demi, les FSR assiègent la ville et la famine est utilisée comme arme de guerre contre la population. Alors malgré leurs appels à l'aide, les habitants ont été complètement abandonnés par la communauté internationale et par le gouvernement soudanais qui n'a fait parvenir aucune aide humanitaire ni aucune aide militaire. Alors le Soudan, actualité que l'on traite très régulièrement sur TV5 Monde. Quelle est votre valeur ajoutée par rapport à nous, par exemple? Je ne sais pas si je peux dire qu'on a une valeur ajoutée énorme. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'adresse à un public un petit peu différent, peut-être sur les réseaux, avec des formats vraiment, on essaie de faire au plus court, au plus direct, où on s'adresse à un public qui est à la fois dans l'espace francophone, dans l'espace francophone au sens large, ça va être sur le continent africain, ça va être en France métropolitaine, dans les Outre-mer, etc. Et surtout, c'est la manière dont on adresse les choses qu'on essaye de travailler pour que ça touche un public aussi plus jeune peut-être, j'espère en tout cas. Et là, ce qu'on a fait dans cette vidéo, c'était de vulgariser une histoire qui est complexe et surtout de donner la parole à des gens chez qui nous-mêmes on va s'informer. Par exemple, là, on a invité Ahmad Gamal, qui est un journaliste soudanais, journal Sudfa Media. Et c'est, voilà, nous, on se dit comment, avec la visibilité qu'on a, est-ce qu'on peut relayer la parole de personnes qui travaillent vraiment sur le fond du sujet. Et nous, c'est plutôt de la vulgarisation, le rendre accessible à un public qui est plus éloigné de ces questions. Est-ce que vous trouvez que vous avez le sentiment qu'il y a des lacunes aujourd'hui dans le traitement de ce genre d'actualité dans des médias mainstream? Oui, carrément. En fait, c'est un sujet dont on a peur de parler et je pense, c'est une des questions qu'on évoque un petit peu avec Ahmad dans cette vidéo, qui est la question de la négrophobie qui est assez importante, c'est-à-dire que d'un point de vue en tout cas de grands médias, notamment dans le contexte français, on a l'impression de voir des personnes noires qui se tapent dessus ou qui s'entretuent depuis des années. Moi, j'ai grandi avec les images de la guerre, des génocides au Darfour, par exemple, et j'ai grandi dans une génération où il y avait des blagues sur les enfants soudanais, etc. Il y avait tout un tas de blagues négrophobes auxquelles on s'est habitué finalement. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est de déconstruire tout ça, donc c'est-à-dire de remettre de la complexité sur ce qui se passe. On sait qu'aujourd'hui, la guerre qui est en cours, c'est quelque chose qui date depuis 2023. Comment est-ce qu'on peut la regarder avec un regard en fait qui sort de cette grille de lecture raciste à laquelle on est habitué et qu'on essaie de comprendre la complexité de ce qui se passe sur le terrain et surtout donner de la force aux citoyens et citoyennes soudanaises qui essayent de demander en fait tout simplement la paix, d'essayer d'avoir la paix sur leur territoire. Et avec ça, vous rassemblez plus d'1 million d'abonnés. Quelles attentes votre audience exprime-t-elle le plus? Est-ce que ça guide vos choix éditoriaux? Ce que notre audience attend, c'est quelque chose qui soit... j'ai pas envie de dire... En fait, c'est quelque chose qui les aide à mieux comprendre, à changer de grille de lecture sur le monde qu'ils regardent et qu'elles regardent. Il y a des choses qui sont difficiles à comprendre sur la géopolitique, sur pourquoi est-ce que telle population se bat contre telle population, pourquoi est-ce que la France a toujours une emprise telle sur certains anciens
anciennes colonies africaines, par exemple. Ce que nous, on essaie de faire, et les clés qu'on essaie de donner, c'est des clés historiques, de remonter vraiment sur la manière dont le monde qu'on connaît aujourd'hui s'est construit. Et c'est ça qui plaît à notre audience, et c'est ça qu'elle demande, tout simplement des clés de lecture, en fait, un petit peu de notre actualité, mais qui soient ancrées dans quelque chose de précis et pas, voilà, d'évanescent. En tout cas, cette audience, cette communauté finance déjà le projet, environ 3000 contributeurs, contributrices, 18 000 € par mois. Jusqu'où ce modèle peut-il assurer votre indépendance? C'est compliqué, j'avoue. Pour l'instant, on essaie d'avoir une équipe avec plusieurs émissions. Donc, il y a des vidéos que moi je présente qui sont des vidéos de vulgarisation, mais on a aussi des formats d'humour, des formats qui parlent d'éducation, qui parlent d'outre-mer, qui parlent de plein de choses. Et pour réussir à survivre, il nous faut encore plus de moyens. Pour l'instant, 3000 personnes, ce n'est pas encore suffisant pour être vraiment un média indépendant autonome. Il nous faudrait au moins 4000 personnes. On lance une nouvelle campagne actuellement de crowdfunding, justement pour atteindre ce chiffre, peut-être 5000, 6000. Et au-delà de cet appel de fonds, quels sont les projets à venir dans les mois, dans les années à venir? Alors déjà, c'est réussir à être un média qui suit l'actualité, qui est beaucoup plus réactif à ce qui se passe dans le monde, et aussi réussir à faire des documentaires plus sourcés qui prennent le temps d'aller au plus proche des personnes qui portent ces histoires pour pouvoir les rendre visibles. Merci Samboy, fondateur d'Histoire Crépue. Merci beaucoup.